Bonjour à tous. Allez, on joue. Après de longues semaines d'atermoiement, l'Assemblée générale de la LNB a décidé mardi que les championnats de France continuaient. Pour la JP Elite, chaque club va jouer 2 rencontres entre le 20 janvier et le 15 février, dont une à domicile et à huis clos. Un compromis entre ceux qui veulent mettre la compétition en pause et ceux qui veulent, au contraire, disputer un maximum de matchs. Alors, cette décision est-elle la moins mauvaise? À quoi va donc bien pouvoir ressembler la fin de saison? C'est l'objet de notre débat du jour. Et pour mener à bien cette discussion qui s'annonce tout à fait passionnante, j'ai le plaisir d'accueillir Gabriel, Vincent et Boris. Salut les gars, ça va? Salut tout le monde et Salut, ça puis va et toi? bonne année puisque c'est la première fois qu'on fait un contenu en C'est 2021, je vrai, crois. C'est c'est vrai, vrai, salut tout tout le à monde. fait. Meilleurs vœux à tous de la part de la rédaction de Bibasket, on est le fait, ravi de vous retrouver. C'est vrai que ça faisait longtemps, on va essayer peut-être d'être un peu plus régulier en 2021. Allez, on commence tout de suite par revenir sur la décision de l'AG de mardi. Donc, 2 matchs par club d'ici le 15 février. 15 février, ça date de la prochaine fenêtre internationale. Boris, tiens, on va commencer avec toi. C'est quoi l'idée principale derrière cette décision de jouer 2 matchs là en 3 semaines? C'est de permettre au basket français de rester visible? Ouais, alors bon, pour moi, ça reste une décision un peu en demi-teinte que je comprends à moitié, mais effectivement, je pense que c'est une sorte de juste milieu trouvé pour les clubs entre ne pas trop creuser le déficit ou en tout cas le manque à gagner potentiel d'avoir des matchs à huis clos, tout en gardant une petite visibilité, même si visibilité dans ce cas-là ne veut pas dire lisibilité. Parce qu'on le voit bien, les matchs sont joués de manière un peu éparse, on ne sait pas trop à quelle journée ça correspond, certains sont des rattrapages de matchs en retard en fonction des équipes qui reçoivent, etc., avec cette obligation de jouer un match à domicile. Donc oui, une logique de visibilité, même si elle est, à mon sens, réduite, et surtout derrière, l'objectif, je pense, de la part des clubs, d'essayer de limiter la casse en espérant, mais encore une fois, c'est un vœu pieux et on a un manque de vision là-dessus, que on puisse rattraper les autres matchs avec du public et donc avoir des rentrées d'un point de vue billetterie, puisque c'est là finalement que le bas blesse et où réside le problème sur la question de la billetterie. Juste, juste sur la visibilité, les gars voulaient peut-être rajouter un truc là-dessus. Il y a aussi, tu dis qu'elle est peut-être limitée. Il y a quand même l'équipe notamment qui diffuse les matchs en clair, on le sait cette saison, avec plutôt des bonnes audiences. On a eu ce chiffre de 200 000 téléspectateurs en moyenne par match. Ça compte pour rester visible dans cette période. Je ne sais pas si Gab, Vincent voulait Ouais, intervenir carrément, là-dessus. c'est sûr que je pense que ça a été un des points importants, notamment on pourra comparer avec les autres championnats, on y reviendra après, je pense, les autres sports en salle en France qui n'ont pas forcément la même visibilité et qui pourtant ont joué. Je pense que c'était un des points importants. Enfin, la Ligue a fait le choix cette année du tout clair, que ce soit sur Internet ou sur l'équipe, qui est quand même une chaîne qui commence à monter de par ses autres diffusions. On ne peut même pas parler sans parler de basket, mais d'autres sports. Je pense que c'est quelque chose qui a joué. La Ligue a fait le choix du clair, il faut en profiter. Il y a une fenêtre médiatique, il faut être vu, tout simplement, et il faut en profiter. Alors, la situation, elle n'est pas simple, c'est sûr. Les clubs, ils ne gagnent pas tous. Mais oui, ça a forcément joué dans le choix, je pense. Et les chiffres de l'équipe étaient plutôt bons, comme tu l'as dit, prometteurs, et il faut jouer là-dessus. Ce qui ressort de l'Assemblée générale de mardi, ça a été plutôt des échos qu'on a eu, un large consensus en faveur de cette décision de jouer 2 matchs. Or, on a quand même entendu plusieurs présidents, dirigeants de clubs s'exprimer contre le fait de jouer à huis clos. Je pense notamment au Portel, Boulazac, Orléans ou Rouen, avec des prises de position fortes. Euh, Gabriel, comment ça s'est passé? Est-ce que t'en sais un peu plus sur les coulisses de l'AG? Comment la position finalement de continuer s'est imposée? Comment certains ont été convaincus? Comment le rapport de force s'est fait un peu? Bon, alors déjà, il y a quand même les clubs de Coupe d'Europe qui voulaient continuer parce que on s'est bien rendu compte, en tout cas les clubs qui ont perdu et qui notamment ont pris des corrections, se sont rendus compte que le manque de rythme là, après la trêve hivernale était problématique par rapport aux clubs concurrents des autres championnats.
Ensuite, il y a tous les clubs de Pro B qui sont positionnés de la même manière parce que eux, ils n'ont qu'une voix par club, alors qu'un club de JP Elite, lui, a deux voix. Et donc, ils se sont dit, on veut aller dans le même sens. Donc, ça fait quand même 18 voix qui vont dans le même sens. Ensuite, il y a évidemment tous les corps de métier représentés lors de cet AG, c'est-à-dire le SNB, le syndicat des joueurs, le syndicat des coachs, et puis aussi les représentants de la Ligue nationale de basket, ceux de la FFBB, eux veulent que ça continue. Donc ça commence à faire vraiment beaucoup de monde. Et effectivement, il reste quelques clubs qui, dans les médias, annoncent que ça ne va pas être tenable. On peut les comprendre, mais après se positionner sur un arrêt du championnat, ça reste quand même compliqué. Qu'est-ce qu'on fait contractuellement avec les joueurs? Est-ce qu'on les libère? Est-ce qu'on les envoie aux États-Unis? Si on ne joue pas, c'est pour toucher peut-être une plus large part du chômage partiel. Mais ça veut dire qu'ils n'ont plus le droit de s'entraîner. Donc, on reprend en mars après avoir fait une pause d'un mois et demi. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si les clubs qui ont annoncé voter pour l'arrêt de la saison, c'est-à-dire contre la tenue de ces deux matchs, l'ont réellement fait. Mais en tout cas, ils se retrouvaient en large minorité. Et donc, finalement, il n'y a pas vraiment eu de débat, contrairement au premier jour après le comité directeur, il n'y a pas vraiment de débat lors de cet AG, quoi. En fait, Ah, vas-y, Boris. en fait, globalement, effectivement, sur cette fenêtre-là, il y a eu une sorte de consensus, ou en tout cas une large majorité sur le fait de jouer deux matchs. Moi, ce qui me dérange et ce que je comprends pas au départ, pour faire un peu écho aussi à la sortie de Stephen Brown, je ne sais pas si vous l'avez entendu sur RMC Sport, c'est je comprends pas en fait pourquoi la question à cet AG a été posée de jouer simplement deux matchs. Enfin, je comprends la logique derrière de la part des présidents, mais pour moi, ça reste assez incompréhensible dans le sens où la vocation d'un club de basket, quand il en a la possibilité, ça reste de jouer des matchs de basket et que, encore une fois, comme l'a évoqué rapidement Vincent, tous les autres sports en France, les grands comme le foot ou le rugby qui disposent de droits télé, mais aussi des beaucoup plus petits, on pense au hand, mais jusqu'au volley, jusqu'au hockey, jouent. Les clubs de Pro B veulent jouer. Les Le clubs hockey, je joue de... pas. Le hockey, je Ils joue vont très peu. reprendre, je crois. Ok. Mais Oui, mais peut-être. ils ont joué très peu. Oui. Et dans les autres pays, c'est plus dur de comparer, mais ils jouent. Mais en fait, moi, ce qui me dérange, c'est de se dire que pourquoi le volley, qui a zéro droit télé, est capable de continuer à jouer sur toutes les divisions professionnelles et que la Jeep Elite n'en est pas capable. Aujourd'hui, j'entends que la billetterie est une part importante du budget des clubs, mais ce n'est pas la seule. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a le partenariat privé qui ne repose pas que sur la visibilité sur des matchs et qui, encore une fois, peut être repensé et peut être optimisé. Il y a également les partenariats publics. Enfin, il y a les aides de l'État. Aujourd'hui, je pense que profitons justement de cette potentielle fenêtre d'exposition parce que les gens sont chez eux, ont que ça à faire, entre guillemets, pour essayer de surfer sur les premières tendances que vous évoquiez avec les chiffres de l'équipe. Et en fait, j'ai le sentiment qu'on ne cherche pas trop de solutions, comme le disait un petit peu Didier Gadou il y a quelques semaines, et qu'on est un peu dans une logique comment dire, frileuse, en se disant on va pas creuser notre déficit, mais à l'inverse, on va pas non plus essayer de trouver des solutions ou alors des demi-mesures, quoi. Alors, ce qui se passe, c'est que Juste pour donner, est-ce que je peux juste donner un tout petit élément de chiffres sur l'économie? En gros, on sait qu'un match disputé à huis clos, c'est entre 100 et 150 000 euros de pertes par match pour un club. De manque à gagner, c'est d'où différent d'une perte. Et en fait, c'est là aussi où je trouve qu'on exprime, Exact. enfin, que les présidents sont pas très clairs. C'est qu'on a l'impression que c'est une perte sèche, alors que c'est un manque à gagner par rapport à ce qui a été anticipé. Mais le fait de pas jouer, ça fait aussi que tu as des frais, etc., qui sautent. Et je trouve que la manière dont c'est présenté est pas forcément toujours super transparente là-dessus, quoi. Gabriel, tu voulais rebondir sur le volet économique? oui, je trouve qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les clubs sont un peu bloqués parce qu'ils ont voté eux-mêmes en mai 2020 lors de l'Assemblée générale de la LNB qui avait finalement entériné la fin de la saison 2019-2020. Ils avaient dit à l'époque, et c'était la première résolution qui avait été annoncée lors de la conférence de presse, qu'ils s'interdisaient le fait de jouer à huis clos. Sauf que aujourd'hui, ils se disent, si on ne joue pas à huis clos, on ne joue pas et on disparaît. Et donc, quelque part,
ce vote fait que le comité directeur ne peut pas forcément revenir dessus. Et puis, le fait de revoter quelque chose qui avait été entériné, ça pourrait être vu comme une situation un peu ubuesque. Donc, c'est compliqué de trouver l'équilibre là-dessus. Après, en fait, les clubs qui s'expriment pour le fait de repousser toujours plus les échéances, c'est ceux qui se disent on va repousser jusqu'à ce qu'on ne puisse plus repousser. Voilà, pour eux, repousser jusqu'à mars. Ça veut dire qu'il resterait encore une bonne entre 20 et 25 matchs joués, plutôt 25 d'ailleurs que 20, et que c'est toujours faisable. Et c'est toujours faisable pour ces clubs, notamment non européens, je pense à l'élan Chalon, etc. Mais il faut être réaliste. Alors oui, on peut jouer tous les 4 ou 5 jours, sauf qu'il faut ajouter la Coupe de France, il faut ajouter les Coupes d'Europe. Là, on voit que par exemple Monaco, Metropolitans, et les Metropolitans sont plutôt bien embarqués dans le top 16 avec 2 victoires sur les 6 premiers matchs. En tout cas, ils ont gagné leurs 2 premiers matchs. Top 16 de l'Eurocup. Voilà. Strasbourg va jouer le 2e tour de la BCL. Peut-être Cholet, mais en tout cas, Strasbourg s'est entériné au moment où on a enregistré cette vidéo. À partir du 2 mars, ils vont jouer chaque semaine. Donc pour eux, déjà, jouer tous les 4 ou 5 jours en JP Elite, ça me paraît compliqué avec les déplacements à l'étranger, toutes les difficultés que ça entraîne. Strasbourg, ils sont aussi qualifiés pour le top 8 de la Coupe de France. Potentiellement, des clubs vont devoir libérer des joueurs à partir de mi-juin, voire même avant, parce qu'ils sont censés libérer les joueurs 15 jours avant le début du tournoi de qualification olympique. Donc, admettons, un club a un joueur qui est appelé par son équipe nationale pour participer au TQO, il est censé le libérer. Donc, la fenêtre se rétrécit. Mais il y a des clubs qui militent toujours pour repousser, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'on va pouvoir proposer ce qu'on avait vendu en quelque sorte à ses abonnés et ses partenaires. Enfin, pour moi, on va dans le mur complètement, on ne va pas pouvoir terminer cette saison. Et puis même, on voit qu'il n'y a qu'une logique économique qui parle par rapport à eux. Alors, ce que je comprends, on parle de leur vie ou de leur mort, mais quand j'entends partout, tant pis, on ne fera pas les playoffs, comme si ce n'était pas grave de ne pas faire les playoffs. Mais les playoffs, c'est essentiel dans le basket. C'est vraiment une force majeure. Quand j'entendais des clubs comme Grambling Dunkerque à l'époque qui terminaient premier de saison régulière et qui voulaient être champion de France, pour moi, ce n'est pas ça le basket. Le basket, c'est justement ces émotions qu'on va avoir sur des matchs coup près. Et donc, ne pas faire aussi les playoffs, c'est se priver d'une visibilité. Alors, envisager de les réduire, c'est une chose. Imaginer une espèce de Leaders Cup pour terminer la saison, ça serait un minimum. Mais voilà, se contenter de vouloir juste répondre au cahier des charges de ce qu'on a vendu à ses partenaires, c'est faire une erreur majeure sur le plus long terme. C'est juste penser à court terme constamment. On va revenir un peu plus tard sur justement les différentes possibilités, les différentes hypothèses concernant la fin de saison. Je voudrais juste rester encore un tout petit peu sur ce volet économique. Il y a plusieurs clubs qui nous disent on est en danger de mort, de dépôt de bilan. Ça s'entend quand même, ce genre d'argument. On peut pas. On a aussi affaire à des entreprises qui ont besoin de rentrer d'argent pour être à l'équilibre. Oui, mais ils pourraient repenser, comme l'a dit Boris, de manière différente les prestations qu'ils ont vendues, se concerter, voilà, et savoir si effectivement, pour certains, il faut absolument avoir ces 4 places au salon VIP le samedi soir. Peut-être que pour certains, c'est obligatoire, mais peut-être qu'en faisant le tour de ses partenaires et se dire est-ce que vous préférez qu'on arrête et que le basket, ça disparaisse et que ça soit presque montré du doigt parce que c'est ce qui va se passer, ou vous préférez qu'on continue, qu'on vous mette bien en valeur sur des retransmissions de meilleure qualité, en investissant là-dessus, en trouvant d'autres contenus, des insides, plein de choses. Il y a des choses à repenser, ça ne remplacera pas complètement, mais comme l'a dit notamment Julien Moncler, qui est directeur sportif à la DABGA, club de Pro B, ils assurent quand même un large volet de ce qui est prévu dans le contrat qu'ils ont avec leurs partenaires. Et pourtant, c'est un club qui fonctionne essentiellement sur ce modèle de remplir la salle, de faire du lien entre les entrepreneurs, etc. etc. Moi, je pense qu'en plus, le basket a la chance d'avoir des partenaires
plutôt fidèles. Dans le sens où je pense à Blois, tu parlais de Blois, je voulais revenir là-dessus. Je me souviens en fin de saison dernière de Paul Selniol, donc le président de l'ADA Blois, qui avait appelé, qui racontait qu'il avait appelé absolument tous ses partenaires et que tous donc allaient continuer à les suivre malgré les difficultés des uns et des autres dans leur propre entreprise. Je pense que le basket, pour le coup, ça peut être une chance de vivre sur des bassins qui n'ont pas forcément énormément de concurrence sur certains clubs et avec des partenaires fidèles. Je pense que de ce côté-là, les partenaires sont pour la plupart prêts à suivre les clubs, même si, comme l'ont dit Gabriel et Boris, les prestations qui ont été vendues au début de l'année sont évidemment différentes. Et j'ajoute encore une chose, excusez-moi, je suis un peu long, mais par exemple, Christophe Lebouy, le président du Mansart Basket, il a été transparent quand il est intervenu sur RMC. Il a parlé, lui, d'une perte sèche de 280 000 euros. Non, pardon. 160 par match. Oui, voilà. Je reviens un peu en arrière. Les exonérations de cotisations sociales lui permettent d'économiser en fait 280 000 euros par mois. Voilà. Et effectivement, c'est pour l'instant ce qui va être reconduit. On peut imaginer que l'État va continuellement le reconduire tant qu'il n'y aura pas de public dans les salles. Voilà. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de garantie pour l'instant que l'État le fasse. Mais pour l'instant, l'État a été au rendez-vous des aides. Alors, souvent, pour tout ce qui se passe, en matière d'aide, l'État arrive ensuite. Donc, on n'a pas de garantie que ça soit le cas. Voilà. Pareil, les compensations de billetterie, pour l'instant, on ne sait pas exactement combien ça va rapporter. Rapporter, ce n'est pas le bon terme, mais combien ça va permettre au club d'avoir en plus en trésorerie, quoi. Donc, mais il faut faire confiance. S'ils mettent la pression, ou plutôt leur demande, c'est que ça continue, qu'il y ait du sport professionnel, notamment pour que les athlètes professionnels français continuent d'exercer leur métier dans une perspective lointaine de Jeux Olympiques, etc. Il faut leur faire confiance. Et puis, il faut essayer de retrouver d'autres possibilités finalement de faire plaisir à la fois ses partenaires et à la fois ses supporters, parce que souvent on parle de partenaires, mais bon, les supporters restent importants. Juste, tu parlais de Julien Monclar, vous parliez de l'ADA Blois. Il y a une citation de Julien Monclar qui va dans le sens d'un peu tout ce qu'on dit là sur l'économiste et dans La République du Centre, où il expliquait, un peu pour rebondir sur ce que tu disais, personne n'aime jouer à huis clos, mais un match non joué coûte encore plus d'argent qu'un match disputé sans spectateurs. Et surtout, la citation que j'aime beaucoup, s'il n'y a pas de produit, il n'y a pas d'économie, et notre produit, c'est le jeu. Donc, pour aller dans le sens de jouer. Le fait de jouer, je suis un peu en monologue, excuse-moi Boris, mais le fait de jouer, ouais, ça te permet… Après, tu laisses Boris. Oui, toute la semaine, tu vas avoir des produits à mettre en valeur sur tes réseaux sociaux. Le jour de match, tu auras de la visibilité. Tu peux toujours faire des sujets pendant les temps morts sur tel partenaire. Tu peux quand même avoir un minimum de gens présents. Alors, je ne parle pas des partenaires, mais tu peux avoir une centaine de personnes dans ta salle pour une soirée de match. Tu peux quand même avoir un partenaire que tu vas faire interroger en bord de terrain, etc. Ça, c'est possible. Il ne faut pas non plus imaginer que tout est ultra fermé. Et puis, si tu n'as pas de produit, qu'est-ce que tu fais pour animer tout, en fait? Qu'est-ce que tu fais pour animer tout pendant 2 mois s'il n'y a pas de compétition pendant 2 mois? Et au final, à tout repousser, on ne va pas pouvoir tout jouer. Et donc, finalement, il va falloir les rembourser, ces partenaires. Parce que si on doit jouer 25 matchs dans la saison, il y aura X prestations, 4 ou 5 matchs à domicile qui n'auront pas été joués. Donc, il faudra bien les rembourser. Et effectivement, Allez, temps de parole écoulé pour Gabriel, Boris. À toi. Et effectivement, c'est une aberration de croire, je pense, vu le calendrier, que les 17 matchs à domicile seront joués pour chaque club et qui rempliront comme sur une saison normale. Donc effectivement, il faut trouver d'autres solutions. Encore une fois, sur le partenariat, il faut arrêter de se focaliser sur des partenariats des années 90 avec de la visibilité in-stadia sur des panneaux LED ou des choses comme ça. Via le digital, via de la création de contenu, avec les joueurs, tu peux effectivement mettre en place plein de choses. Et dernier petit point, si tu estimes que tu es en danger de mort, je pense que dans ce cas-là, ne remodèle pas ton effectif à tour de bras comme plusieurs clubs peuvent le faire. Je l'attendais, malgré la situation qui est des… Non, mais c'est la vérité. À un moment donné, si tu te dis on ne peut pas jouer, il ne faut pas qu'on joue, etc., arrête de changer 3 joueurs, quoi.
En tout cas, c'est quelque chose qui revient absolument à chaque article qu'on fait sur Bibasket sur une nouvelle recrue, un changement d'effectif. Dans la section commentaires, tout le monde se demande, mais attendez, on nous dit qu'on est en danger de mort et on recrute dans tous les sens. C'est vrai que ça crée une certaine incompréhension vis-à-vis des fans et du public de la Jeep Elite. Et Il y a par deux rapport à cas. ça, juste pour compléter, je sais que le Paris Basket en Pro B et sa direction était assez sceptique et pessimiste sur la manière dont la saison allait se tenir. Et c'est aussi, je pense, une des raisons pour lesquelles ils ont gardé un effectif stable par rapport à l'an dernier, sans grosse recrue, et qu'ils ont ajusté avec des mecs qui coûtaient pas forcément très cher en début de saison, des Kevin Franceschi, etc., sans aller forcément chercher des gros joueurs dès le mois de septembre pour aussi attendre de voir venir comment allait se dérouler la saison et si ça valait le coup d'ajuster en cours de route si elle se tenait de manière normale. Il y a deux cas sur les renforts. Ben, Il y a dites-nous. il y a ceux qui, en Vas-y, gardant la vas-y, Gaël. même enveloppe, ont réussi à changer leur effectif. Alors, je pense à Gravelines, qui finalement, par exemple, quand ils ont pris Macri à la place de Quincy Ford, finalement, ça leur a coûté moins cher. Après, il y a d'autres cas comme l'élan Chalon qui, assez tôt dans la saison, je crois au mois de novembre, mois d'octobre, ils ont fait venir Shane Armand à la place de DJ Cooper. Ça, du coup, ça a permis d'équilibrer. Par contre, Jordan Crawford, le meneur, ils l'ont fait venir sans crémer leur effectif. Donc là, effectivement, on peut se dire que eux qui souhaitent ne pas poursuivre la saison à huis clos, c'est un petit peu difficile de tenir ce discours après avoir signé un meneur de jeu qui, plus est, n'a pas un tout petit salaire, quoi. Dites-nous, vous qui nous suivez, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette décision, de ces décisions actées par l'Assemblée générale de la LNB mardi. J'aimerais maintenant, messieurs, qu'on se projette un peu sur la suite de la saison, parce que certes, il va y avoir 2 matchs par club d'ici le 15 février, on l'a dit. Ensuite, il y aura la fenêtre internationale avec 2 matchs de l'équipe de France en qualification pour l'Euro 2022. Mais après, que se passera-t-il? Comment la compétition va-t-elle se poursuivre en mars? Dans la résolution votée par l'AG de la LNB, le communiqué de fin de réunion précise: afin de statuer sur la suite du déroulement des championnats, les clubs de chaque division se réuniront très rapidement afin de mettre en place différents scénarios qui seront ensuite soumis à l'Assemblée générale. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore de plan, tout est ouvert, tout est sur la table, on fait une réunion pour fixer une nouvelle réunion pour décider finalement. C'est le grand problème, j'ai l'impression, depuis le début sur ce sujet-là. On fait des décisions, une politique des petits pas, quoi. On fait une réunion, comme tu dis, pour fixer une date pour une autre réunion, où on fixe une date où là, on pourra ensuite voter. Et il n'y a pas de visibilité. Les clubs, c'est juste ce qu'ils demandent. Et d'avoir une visibilité claire sur le reste de la saison. Par exemple, je ne comprends pas là qu'on n'ait pas déjà réfléchi. Alors, ils l'ont peut-être fait, mais pourquoi on n'a pas profité de cet AG pour déjà commencer à voter, ou peut-être pas à voter, mais en tout cas à réfléchir sur les solutions. Et peut-être la prochaine AG, on les vote. Enfin, des solutions pour la fin de saison, que ce soit plus clair. Je compare encore aux autres sports de salle. Je lisais là sur un article de l'équipe qui datait de septembre, qu'en septembre, déjà, la Ligue de handball était déjà en train de réfléchir à plusieurs options en cas de… Voilà, si la saison ne devait pas se terminer. Et j'ai l'impression qu'au basket, on est vraiment, à chaque fois, on voit au fur et à mesure. Et là, on verra ça dans un mois. Et sauf que, comme disait Gabriel tout à l'heure, dans un mois, ça fera déjà 4 semaines en moins, de nombreuses dates en moins, et qu'il y a de la visibilité pour personne. Donc, c'est le grand problème. Alors, tout le monde, effectivement, beaucoup de gens réclament de la visibilité sur le long terme. Certains opposeront aussi qu'avec cette épidémie très imprévisible, avec des décisions du gouvernement qui évoluent parfois de semaine en semaine, c'est aussi difficile de se projeter à très long terme. Mais parce que on brandit ce truc on ne veut pas jouer à huis clos. Les autres n'ont pas le souci. À mon avis, il y a 2 solutions. Soit il y a une solution de se dire on joue tout, coûte que coûte, pour essayer de finir sur la formule normale, peu importe que ce soit à huis clos, avec potentiellement du public si on a une bonne surprise, mais ce sera du bonus et on joue tout, comme les autres sports, comme les autres pays, en resserrant un petit peu les matchs, en jouant 2 fois par semaine, etc. Et on essaie de finir la formule. Soit dès maintenant, ou en tout cas dès le mois prochain, on se dit, on raisonne sur le pire scénario, c'est-à-dire qu'on aura
jamais de public dans les salles jusqu'à l'été. Et dans ce cas-là, on réfléchit à une formule adaptée. Et encore une fois, si on a une bonne surprise avec du public qui peut revenir en mai, en juin, et ben sur cette formule-là, réadaptée avec un système, je sais pas, de play-off, de saison régulière raccourcie, et ben à ce moment-là, on fera revenir du monde. Mais on peut pas attendre d'avoir la certitude d'avoir des gens dans les salles pour mettre en place une formule, parce que sinon, encore une fois, on s'en sortira jamais et on prendra jamais de décision. Je suis d'accord avec Boris, il faut considérer pour moi le retour du public comme un potentiel bonus, mais il ne faut pas l'inclure pour moi pour l'instant dans les réflexions, parce que dans ce cas-là, en effet, on ne sait pas, et même, c'est sûr, c'est prétentieux de dire à telle date, on saura, ce sera terminé, on saura si oui ou non on a du public et tout, c'est impossible, comme tu l'as dit Gaëtan. On réagit par rapport aux annonces du gouvernement, et dans ce côté-là, c'est normal, mais on ne peut pas considérer, on sait depuis maintenant bientôt un an à quel point c'est incertain. On ne peut pas considérer le retour du public comme une condition sine qua non pour reprendre. Enfin, en tout cas, pour définir d'une fin de saison. Juste sur la question d'essayer d'amener le championnat à terme selon la formule actuelle, pour dire que les clubs de JP Elite Première Division ont joué en moyenne, enfin pas en moyenne, ont joué entre 6 matchs pour Boulazac qui en a joué le moins et 10 pour Dijon qui en a joué le plus. On est loin effectivement des 34 journées normalement prévues. Gabriel, est-ce que tu y crois, toi, à ce scénario de la saison qui irait à son terme normalement sans modification de la formule? Non, je pense qu'à minima, les playoffs seront réduits. On va pas avoir des séries au meilleur des 5 matchs. Et puis je pense vraiment que les playoffs vont même être plus courts que ça. Voilà, déjà arriver au bout de la saison régulière serait un petit exploit sur un petit exploit tout court. Sauf si on arrive enfin à faire une formule où dans la perspective qu'il n'y ait que des matchs à huis clos, on puisse réunir quelques équipes et avancer rapidement sur le calendrier. L'idée de la bulle sanitaire n'a jamais été explorée parce que justement, c'était être sûr qu'on n'allait pas avoir ces 17 matchs à domicile. Et puis ensuite, il y a forcément le coût, le coût de réunir X équipes sur un même lieu, payer les frais d'hôtel, payer tout le protocole sanitaire, etc. Forcément, c'était cher, mais je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas, à minima, l'avoir exploré et d'avoir dit est-ce que c'est réaliste ou pas réaliste, parce que de cette crise, on va retenir ceux qui ont tenté de faire quelque chose. Et par exemple, si on avait eu 2 bulles avec réunissant des équipes sur 10 jours et chacune joue 5 matchs, si on avait fait ça chacune, elles auraient joué 10 matchs dans ces bulles et on aurait déjà potentiellement bien avancé sur le calendrier. Là, aujourd'hui, comme on l'a dit plus tôt, rattraper 24, 25 matchs de début mars à fin juin, oui, c'est réaliste, à condition de ne pas avoir la Coupe de France, à condition de ne pas avoir les Coupes d'Europe, à condition de ne pas libérer de joueurs internationaux pour participer au TQO. Donc, il faut passer entre toutes ces gouttes pour pouvoir réussir à terminer la saison régulière normalement. Voilà. Parce que sinon, si on compte 24 matchs de mi-mars, de début mars à fin juin, ça fait un match tous les 4 ou 5 jours. Dans le basket, c'est possible. Vincent, comment tu imagines, toi, cette fin de saison? Est-ce qu'elle ira à son terme? Quelle autre option peut être envisagée? Moi, je ne vois pas les playoffs se jouer déjà. Je pense que ça paraît trop. Je suis peut-être trop pessimiste, mais moi, ça me paraît trop ambitieux de penser jouer les playoffs, quelle que soit la forme, parce que pour moi, ces dates-là, elles pourraient justement permettre déjà à la saison régulière d'aller à son terme. Si on a, je dirais, le mois alloué normalement aux playoffs, si on s'en sert pour terminer la saison régulière, on pourrait avoir aller au terme de la saison régulière et pour moi, alors je me souviens que l'année dernière, c'était ce que disait Boris notamment, que en mai dernier, qu'on ne pouvait pas désigner le premier de la saison régulière comme champion puisque le basket, c'est les playoffs. Je suis d'accord à la seule différence qu'on est moins loin dans la saison maintenant qu'on l'était pendant le premier confinement l'année dernière et que 2 années de suite sans champion, c'est pas possible et que pour moi, le premier de la saison régulière, si elle va à son terme, c'est-à-dire après 34 matchs et non pas 27 comme l'année dernière, celui qui sera premier à la fin de la saison régulière aura quand même une légitimité de champion pour moi. Donc, pour moi, c'est la meilleure solution.
c'est de considérer que les playoffs, c'est impossible. Et on joue la saison régulière jusqu'à son terme avec 34 matchs pour chaque équipe. Et on a un vrai champion sur une saison entière de 34 matchs. Pour moi, c'est Moi, la meilleure solution. j'aurais été excité de voir les playoffs tous les 2 jours sur l'équipe. C'est là qu'il y aurait eu un feuilleton et que ça aurait pu réunir vraiment du monde, quoi. Alors, faisons tout pour pouvoir jouer des playoffs. Euh, si peut-être que c'est là finalement les faire dans la bulle, c'est-à-dire sur 2 semaines, faire réunir tout le monde. C'est peut-être à cette occasion qu'il faut pouvoir le faire. Par contre, faire un champion à la fin de la saison régulière, bon, d'accord, peut-être le bon sens va nous obliger à le faire, mais qu'on le sache pas en mai en fait. Parce que là, ça veut dire que tu perds le week-end, tu sais pas à quel point c'est grave. Par exemple, l'Asvel, ils prennent du retard. Mais peut-être que si ils savent que le premier sera champion, ils vont peut-être plus investir sur le match à Chalon que leur prochain match en Euroleague qui leur sert plus à rien puisqu'ils feront pas le top 8. Voilà, à part être ridicule sur la fin de saison, ils ont plus grand chose à jouer. Donc Ouais. voilà, la LFB, le championnat féminin, lui, a déjà acté si on n'a pas terminé la saison régulière au 2 mai, on ne fait pas les playoffs. Si on l'a acté au 2 mai, si c'est terminé, on a joué tous les matchs de la saison régulière, ben là, on peut faire les playoffs. Ce genre de date qui aurait dû être définie, mais depuis le début, avant même le début de la saison. Donc là, il faut absolument le faire avant le début mars, quand le championnat, quelque part, est censé reprendre normalement. Tu parlais de bulle, Gabriel, ça avait été évoqué un peu à la fin de l'automne. Monaco, notamment, s'était positionné en disant qu'il pouvait accueillir ce genre de bulle. On sait qu'il y a ce qu'il faut de complexe hôtelier pour accueillir du monde. Boris, comment tu vois, toi, cette fin de saison entre bulles, playoffs qui sautent comment tu imagines les choses? Honnêtement, des formules, il y en a plein. On pourrait aussi se dire, on garde les playoffs et on raccourcit la saison régulière avec, j'en sais rien, une seule phase aller qui classe les équipes. Après, se pose la question au-delà du titre, etc., hein, des descentes aussi, qui sont des enjeux Oui. pour le coup, quand on se parle de vie ou de mort, encore plus important. Donc, en soi, des formules, je pense qu'il y en a plein. Ce qui est important, comme le disait Vincent et Gabriel, c'est juste de fixer les règles au plus vite et que tout le monde les connaisse. En fait, ce qui me dérangeait sur la fin de saison dernière, sur le fait d'attribuer un champion, c'est qu'on a dit on arrête le championnat. Et ensuite, a posteriori, on s'est dit, bon, est-ce qu'on détermine un champion? Est-ce que... Voilà. Là, si les règles elles sont connues vite, les clubs ils s'y adaptent, ils les connaissent. Euh, Moi, je pense que ça vaudrait le coup, effectivement, de faire des playoffs sur un format tournoi, un peu comme on peut avoir sur des compétitions internationales, où effectivement le basket a la possibilité même de jouer tous les jours pendant 3-4 jours consécutifs. On a cette chance-là, que n'ont pas le rugby, le foot, etc. Donc, profitons-en. Et je pense que ce serait malgré tout bien, même si c'est un truc très resserré, avec peut-être des playoffs avec un match coup près, tant pis, et on les fait sur une semaine avec 8 équipes, de les jouer malgré tout. Et effectivement, c'est là où, à l'image de la bulle NBA, qui a donné vraiment un sentiment de comment dire, euh, de je perds mes mots, mais qui a été un bon lot de consolation, pardon, pour tous les fans et qui a été très suivi. Je pense que ça vaudrait le coup d'avoir ce petit moment, cette petite friandise pour les fans de basket français. On l'a vu en début de saison, là, en préambule, avec le tournoi final de Champions League. Honnêtement, c'est un format sur lequel les gens, sur quelques jours, ont bien accroché et se sont permis de rêver un petit peu en suivant le parcours de Dijon. Donc, je pense que même si c'est un format très court, très resserré, ça vaudrait le coup de trouver la place pour le faire. Je voudrais, avant de clore ce débat passionnant, mais qui commence à être long, qu'on aborde le sujet du ranking qui fait débat au sein des différents clubs. Est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'il soit mis en place? Est-ce qu'il pourrait être revoté? Gabriel, est-ce que tu as des infos là-dessus? Pas d'infos particulières, si ce n'est que, comme tout le monde, on voit aujourd'hui des gens qui s'élèvent contre le ranking, qui ont même voté il y a donc en mai 2020. Effectivement, c'est sûr qu'avec si peu de matchs joués,
ça la foutrait mal de l'utiliser. Peut-être que la condition, c'est de faire ces 17 matchs. Voilà. Après, peut-être qu'on peut imaginer un juste milieu, utiliser le ranking pour déterminer quelque part un espèce de classement qui permettrait de faire des poules pour la fin de saison. Admettons, il y a 18 équipes on divise 3 en JP Elite, pardon, on les divise en 3 et on se sert du ranking pour pouvoir créer ces poules. C'est-à-dire que les 3 premiers, ils sont tête de série, ensuite les 3 suivants, ils sont deuxième, et ensuite on fait les matchs de ces poules, soit dans les salles des clubs, soit ailleurs, et puis après on fait les playoffs, des playdowns, etc., etc. Peut-être que si on trouvait le juste milieu pour utiliser ce ranking, il serait utilisable. Aujourd'hui, je pense que même si ça a été voté, les clubs vont se dire non, c'est pas possible, on veut pas. Par exemple, le fait de voir Antibes monter, puisque Antibes, apparemment, j'ai pas les classements, etc., mais serait très bien classé dans le ranking pour pouvoir accéder à la JP Elite. Alors que cette saison, on sent bien que Antibes ne serait pas monté, et puis le club n'est pas dans la dynamique pour. À contrario, le Portel, qui fait une bonne saison, pourrait se retrouver dans la charrette. À l'inverse de Boulazac qui pourrait se sauver alors qu'ils sont à 0 victoire pour le moment, par exemple. Voilà, donc ça serait incompréhensible, ça serait vraiment mal vécu, je pense. Par exemple, les partenaires de Boulazac, eux pourraient être contents, mais ils ont déjà été contents d'ailleurs, ils ont eu un sauvetage en 2018. Mais par exemple, les partenaires de Le Portel et ses supporters, ça va être impossible de les calmer par rapport à la LNB. Alors que bon, ils ont été sauvés aussi l'an passé par la décision, quoi. Juste pour remettre un peu de contexte, parce que je me rends compte que j'ai posé la question sans forcément expliquer, le ranking, c'est un classement qui tient compte à 90% des résultats sportifs des 4 dernières saisons et à 10% qui intègre le label club. Voilà, donc c'est un classement comme ça fait sur plusieurs saisons et la saison en cours compte pour 30% du classement. Et effectivement, on a vu plusieurs clubs s'exprimer contre, avec Vincent, peut-être vu aussi là-dessus, des dirigeants de clubs qui disent oui, on l'a voté en mai dernier, mais quand on l'a voté, on ne pensait pas qu'on aurait à l'utiliser, et du coup, maintenant, un peu, on regrette en fait de l'avoir voté. Déjà, la difficulté, c'est que c'est sur 4 ans. Et pour moi, là, je reviens sur ce que j'ai dit juste précédemment, d'où l'importance d'avoir une fin de saison qui est claire et qui est vite définie et d'aller au terme de la saison qu'on a choisie, pas forcément au terme de la saison rêvée avec les playoffs en 5 matchs, etc. Au terme de la saison qu'on a choisie pour, oui, s'éviter d'utiliser un ranking qui se sert, même si c'est à minima, des résultats d'il y a 4 ans. Enfin, d'il y a 3 ans, parce que c'est 3 ans plus la saison en cours. C'est là que c'est aberrant, parce qu'en 4 ans, ça va quand même très vite. Les dynamiques, elles sont très différentes. Et l'exemple du Portel dont vous parlez, c'est flagrant, qui fait plutôt une bonne saison pour l'instant et qui se verrait dans la charrette à cause du ranking. Ce serait aberrant. Et les promotions décentes doivent se faire par rapport à la saison en cours. C'est ça le sport, et c'est pas par rapport aux résultats une moyenne des 4 dernières années, etc. Donc oui, je comprends un peu l'embarras de ces clubs qui l'ont voté, qui se disent en fait non, ce serait pas très intelligent de finir là-dessus. Tout, encore une fois, l'intérêt de vraiment terminer une saison, mais il faut déjà avoir une formule pour cela. Merci messieurs, je pense qu'on a fait un bon tour de ces questions ô combien épineuses. Dites-nous dans les commentaires ce que vous envisagez, comment vous voyez cette fin de saison, comment vous l'espérez, si vous espérez que ça va aller à son terme et qu'on pourra retrouver les salles. Nous, on vous dit à très bientôt. On vous promet d'être plus régulier sur les vidéos en 2021. Ciao tout le monde, à bientôt. Salut Gaëtan. Ciao. Bientôt. Faut jouer, hein, faut jouer. Retrouvez les résumés de matchs et toutes les actualités sur bibasket.fr, le site numéro 1 sur le basket français.